Bienvenue à tout le monde, bienvenue aux personnes qui sont présentes aujourd'hui avec nous en ce premier samedi de déconfinement français. Et bienvenue à tous ceux aussi qui nous écoutent donc sur YouTube et sur podcast pour les rediffusions évidemment. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur de parler, d'avoir une conversation avec quelqu'un que j'ai rencontré, on va dire, très récemment finalement. Et Mhm. en fait, on a peu échangé en nombre de fois, mais on a beaucoup parlé et c'était toujours très intéressant. Et j'ai hâte, en fait, qu'on entende son histoire parce que, encore une fois, c'est une histoire qui est inspirante et qui, je l'espère, et j'en suis sûr, en fait, va inspirer beaucoup de personnes. Et donc, c'est un peu le côté exotique. C'est notre première intervention de l'étranger et d'assez loin, hein, puisque c'est en direct de Bogota. Et il est très tôt pour Pierre, donc je vous présente Pierre Fargeton. Et, Bonjour tout le monde. ouais, et voilà. Et peut-être est-ce que tu peux faire décrire ta pièce d'identité et puis Bien après on sûr. va. Alors, du coup, je m'appelle Pierre, j'ai 34 ans, je suis né à Lyon. Depuis tout petit, j'ai pas mal voyagé grâce au travail de mes parents. Donc, c'est que j'ai pu habiter en France, en Belgique, aux États-Unis. Je suis revenu en France. Après, j'ai eu un épisode par Londres de quelques années, 4-5 ans. Et puis là, depuis 1 an et demi, à Bogota. Donc ça, c'est un peu pour tout ce qui est la géographie de mon parcours de vie jusqu'à présent. Et après, au niveau professionnel, et je crois qu'on va parler de ça pas mal aujourd'hui, c'est qu'il y a eu trois phases vraiment bien marquées, qui étaient la première en tant que musicien, donc pour lequel j'ai travaillé comme musicien professionnel pendant à peu près 10 ans, donc avec un groupe qui était basé en France. Après, j'ai fait ça plus à mi-temps et en même temps, j'ai commencé la gestion. J'ai pris la gestion d'un théâtre sur Londres. Donc là où j'ai commencé à vraiment faire mes premières armes, on va dire en temps, qu'est-ce que c'est que de gérer une vraie structure avec des vrais employés, parce que jusqu'à présent c'était fait de manière très empirique dans le cadre d'un groupe. Donc c'est vrai que tu peux pas tellement considérer ton bassiste, ton batteur comme des employés. Même si c'est que tu as t'as les mêmes problèmes de communication, de ressources humaines, etc. Mais du coup, Londres, c'était vraiment la première fois que je pouvais le faire de manière formelle. Euh, et puis, grâce à ça, du coup, après, j'ai rencontré Catalina. Et ensemble, on est venu en Colombie et on a monté Cata Export, qui est une compagnie, du coup, d'export de café vert de spécialité. Ok, ouais, bah En c'est gros, très clair. Le parcours en mode rapide. Ok, Mhm. bah, alors du coup, on va faire un petit flashback alors. Ouais, Alors déjà, tu disais que grâce à tes parents finalement et leurs occupations, tu as beaucoup voyagé. Alors déjà, en fait, Mhm. d'avoir le voyage dans le sang et ça t'a donné un peu, j'imagine, cet amour de ce qui se passait ailleurs en fait et envie de Effectivement. découverte. Alors c'est sûr, c'est depuis tout petit, ça veut dire que tu te rends compte que le monde est plus grand que là où tu es né. Il y a plus de gens, il y a plus de culture, donc une ouverture d'esprit qui est assez, qui devient innée en fait. T'as plus à réfléchir, tu penses un peu différemment. Euh, le voyage aussi, parce que je crois que, par exemple, j'en discutais avec Catalina, la première fois qu'on m'a mis dans un avion tout seul pour traverser l'Atlantique, j'avais 5 ans et demi. Oui. Euh, donc c'est vrai que, tu vois, ici, par exemple, où la famille est très protectrice, c'est un concept qui leur paraît complètement fou. Ils sont, mais jamais, jamais de la vie, je laisserai mon gosse à 5 ans et demi à monter dans un avion. Alors moi, je disais, bah, franchement, c'était le meilleur moment des vacances parce que du coup, tu as les hôtesses de l'air, tu vois, qui s'occupent à fond de toi parce que si t'arrive le moindre truc, elles perdent leur boulot. Donc, donc toi, tu es super bien chouchouté. On te file des jeux à colorier, tous les sodas que tu veux. Moi, à l'époque, j'avais pas le droit de boire du soda parce que ma mère, vu qu'on vivait aux États-Unis, elle avait peur que je devienne obèse. Euh, donc, du coup, pas de soda. Donc, dans l'avion, c'était la vengeance totale. Euh, et du coup, ouais, habitué à bouger, à interagir avec des gens que tu connais pas.
Le fait d'apprendre des langues aussi depuis petit, c'est vrai que Metal Papy Bloody Mary. Et comment t'as trouvé ça? Ouais, juste pour expliquer, en fait, on a un spectateur, Laurent, qui est allé rechercher le nom exactement et qui est allé découvrir quelque chose. Alors peut-être que tu peux nous expliquer aux auditeurs qu'est-ce qu'il a trouvé en fait. Alors, Metal Papy, ça doit être soit une fiche technique du groupe Bloody Mary que j'avais monté à l'époque quand j'habitais à Nancy. Si on check sur YouTube Bloody Mary Lies, où tu auras le dernier clip qu'on avait sorti à l'époque, qui sera un peu plus actuel. On est aussi sur Spotify avec Bloody Mary, le dernier album qu'on avait sorti. Donc, ouais, ça, c'est quand je jouais dans le groupe de. Et c'est ça. Tu vois, c'était fin, c'était classe. C'est moi qui avais trouvé le nom du groupe et de l'album, pardon, le We Rock You Suck. Tu vois, en pleine fougue adolescente de je vous emmerde tous, je fais du rock. Donc, voilà. Bien joué, Laurent. Euh, et, Ouais, donc en fait, t'étais donc dans les avions et t'as pu avoir en fait une diversité autour de toi d'origine et de c'est culture. ça. Et je pense avec rétrospectivement parlant, c'est que les États-Unis, bon, tous les défauts que ça a comme nation et même tu vois au niveau de la système d'enseignement et tout ça, il y a un truc qui je pense qui m'aidera toujours, c'est cette notion que tout est possible. Au final, c'est vrai que quand tu grandis aux États-Unis, tu es constamment poussé à penser que tu peux faire vraiment ce que tu veux. Et, ça, je pense que c'est un atout qui, quand t'es gosse, tu vois, quand t'as 5-6 ans, c'est une notion qui reste ancrée dans ton subconscient et je pense qu'il te quitte jamais. Et je me suis jamais senti, j'ai jamais été défaitiste, je suis fondamentalement optimiste. Et du coup, je pense que tout ça, ça aide quand même quand tu veux justement entreprendre tes propres projets, que ce soit dans la musique ou monter une structure, monter une compagnie d'exportation, monter un torréfacteur, un coffee shop, un bar, quoi que ce soit que tu veuilles entreprendre. C'est qu'à partir du moment où tu as confiance en tes capacités et que tu te dis, tu vois, au final, je suis pas plus con qu'un autre, c'est vrai qu'il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas y arriver. Ok, et donc, et en fait, finalement, tu as passé en fait ta scolarité dans quel pays en fait? Et est-ce que tu as passé ton bac en France ou t'as vraiment été à l'étranger? Ouais. Non, non, je suis revenu. Donc, je suis resté 6 mois en France après être né. On est parti après 4 ans à Bruxelles et après 6 ans, 6 ans à Philadelphie. Donc, je suis revenu en France vraiment quand j'avais ouais, 10 ans et demi. D'accord. Hum, et à partir de là, je suis resté un bon bout de temps quand même. Donc, je suis resté 8 ans à Lyon, là où j'ai passé mon bac. Euh, Après, j'ai déménagé à Nancy. Alors pourquoi Nancy? C'est parce qu'à Nancy, il se trouve qu'il y a une école de musique actuelle qui est très réputée, qui s'appelle le MAI, C'était quoi, MAI? Musique Académie Internationale. C'est international Donc, donc. ouais. Donc c'était une scolarité courte là-bas, c'était un an de formation professionnelle aux musiques actuelles, mais un an, du coup, tu fais 12 heures de musique par jour. Et on t'apprend. Si tu veux, on t'apprend pas à être. C'est pas une école qui apprend le talent, parce que ça, au final, bah, tu vois, le talent ne s'apprend pas, mais ça a au moins le mérite de t'apprendre toutes les bases pour bosser dans le monde de la musique. Donc, c'est-à-dire qu'en plus d'avoir une rigueur de travail, une connaissance de l'instrument, une connaissance de la théorie, etc., tu développes une vraie éthique de boulot et tu apprends à traiter la musique comme un travail et pas comme un hobby. Ce qui fait au final après la grande différence, tu vois, arriver à l'heure à tes répètes, arriver à l'heure à tes concerts, savoir négocier un contrat, des choses comme ça, qui faisaient partie de la formation là-bas, vraiment pour sortir du côté je joue avec mes potes dans un garage à ouais, je peux en faire quelque chose. J'avais aucune idée que ça existait, d'accord. Mais ceci dit, avant ça, tu jouais avec tes potes dans un garage quand même. Exactement. J'avais tenté la fac. Euh, donc j'avais pris en majeur musique et en mineur
journalisme, parce que c'est le truc, j'ai toujours un peu aussi entre les deux, je savais pas lequel je voulais au début. Et puis finalement, je me dis complètement la musique. Mais je crois que j'ai tenu peut-être 2 mois en fac. 2 mois en fac, après, genre non, j'ai trop de liberté. Donc, je passais plus de temps dans des groupes à répéter dans des garages et à me préparer pour aller après faire mon école de musique à Nancy que de vraiment étudier là-bas. Donc voilà. Ok. Et puis après, ouais, Nancy, c'était bien. Malgré, c'est petit comme ville, mais c'est une ambiance, c'est cool. C'est une ville étudiante. Je crois que ça doit être à 100 000 habitants maintenant, un truc comme ça. Et c'était bien dynamique. Et donc, tu as monté un groupe de musique là-bas, alors? Ouais, donc le fameux groupe Bloody Mary que Laurent nous a retrouvé derrière les fagots. Donc j'ai monté ça là. Avec ce groupe-là, on a fait une démo autoproduite après un album qui avait été distribué en Europe par un gros distributeur rock metal, donc ça, c'était bien. Et après, deuxième album, là, ça y est, on avait été signé sur un label. Pareil, qui devait être en rock, hard rock, c'était vraiment le leader en France à l'époque, qui s'appelait Bad Reputation. Euh, et avec ce groupe-là, ouais, pendant 10 ans, du coup, un peu à sillonner les routes. Donc, tu vois, on en discutait pour la claque, mais du coup, on avait acheté notre minivan dans lequel on mettait le matos et puis on partait. On était une petite équipe de 6 la plupart du temps, donc 3 musiciens, un G-son, un Rodi et un G-lumière. Et, Ouais, une vraie équipe complète pour organiser les concerts. mais c'était bien parce qu'on l'a fait pas mal de temps juste à 3. Et puis à 3, du coup, tu te retrouves à t'engueuler. Qui est-ce qui conduit sur le retour, qui est-ce qui tient le stand de merch à la fin du concert, tu vois, tous ces trucs-là. Donc on s'est vite rendu compte. Et hop, on part à Il 6, ça fait... faut Ouais, toujours un soutien, quoi, une vraie équipe derrière pour que ça c'est fonctionne. ça. Et puis ça permet aussi tu vois, tout ce que tu peux avoir comme tension sur un noyau aussi restreint que 3 personnes. Une fois que tu passes à 6, tout est plus relax, ça diffuse tout en fait. Donc ouais. Donc, tu tournais en France, mais à l'étranger aussi. Et si je m'abuse, tu Ouais. es parti, tu as traversé l'Atlantique, hein. Ouais, c'est ça. Donc après, donc mon histoire d'amour, si tu veux, avec la Colombie, elle vient depuis assez jeune. Donc j'ai fini mes études de musique à 19 ans. Et du coup, ben, vu que c'est une petite, enfin, ça reste quand même une école de musique où t'as pas énormément de gens. Tu vois, je pense que ça devait être 200 personnes, 200 élèves, un truc comme ça au plus fort du moment, super élitiste, avec des profs internationaux qui venaient, qui t'enseignaient. Donc, c'était vachement bien, tu apprenais beaucoup. Mais tu avais vraiment l'impression d'être dans un cocon où tout le monde, si tu veux, tournait dans une bulle qui était Nancy. Alors, tu vois, effectivement, quand tu été habitué à voyager, à avoir d'autres trucs, moi, je sais que j'ai fini mon année, j'en avais ras-le-bol. Je dis, je me casse, je prends ma guitare. J'ai eu l'opportunité d'aller à Bogota parce que j'ai de la famille par extension. Donc, je me suis dit, je prends ma guitare, je vais à Bogota pendant 3 mois, je monte un groupe et je commence à jouer là-bas. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis là, j'ai connu Bogota de il y a 15 ans. Donc, en plus, là, il y avait pas encore tellement de tourisme. Donc, pour les gens, c'était super nouveau Mm. de voir quelqu'un débarquer ici. Donc, les Colombiens sont un peuple hyper, hyper, comment dire, accueillant, qui ont vraiment la main sur le cœur. Moi, c'est ce qui m'a le plus marqué quand j'étais venu ici, en comparaison avec, tu vois, notre vieille Europe. La mentalité, elle est complètement différente. Donc ouais, j'arrive à Bogota, 19 ans avec ma guitare, je trouve un batteur, je trouve un bassiste, on commence à faire des concerts. Euh, faut savoir qu'il y a une grosse population qui écoute du rock et du métal en Amérique latine et en Colombie plus particulièrement. Donc effectivement, et puis pour eux, avoir quelqu'un, si tu veux, qui venait d'Europe, qui avait quand même plus une tradition rock metal que l'Amérique latine, qui a plus une tradition
salsa. Ben oui. Ça donnait un espèce de gage de crédibilité et ça faisait une nouveauté. Tu vois, c'était un peu la bête de phare. Putain, il y a un Français qui vient et qui fait des concerts dans des bars. Viens, on va voir ça. Surtout que faut se mettre en contexte que ici, à l'époque, le rock, ça restait très marqué socialement, si tu veux. C'était un peu comme, on va dire un peu comme le hip-hop dans les années 80 à New York, où du coup, quand tu allais jouer dans des bars de rock, tu n'allais pas dans les coins sympas de la ville. Euh, donc des fois, tu te retrouves un peu dans des coupes-gorges et tout ça, et les gens, au final, avaient vachement de curiosité vis-à-vis de ça, et vachement de respect aussi. Tu vas se dire, attends, le mec, il a pas peur, il vient là avec sa gueule d'étranger et sa guitare, tu vois, à l'époque, tu vois, qui était hyper chère, qui coûtait, je sais plus combien j'avais payé ça, mais du coup, tu mets ça, tu rapportes ça au niveau du coût de la vie en Colombie, c'est que, C'est énorme. ouais, Donc en fait, tu as eu un très bon accueil et tu as eu beaucoup de respect en fait d'avoir le cran en fait de faire ça c'est ça. ouais. Et vous Et, êtes et en fait, les membres de ton groupe étaient colombiens. ouais, complètement. Donc je les avais, j'avais tapé aux portes d'écoles de musique et je demandais, ah, c'est qui le prof de batterie, c'est qui le prof de basse? On jouait ensemble, on va ici ça collait, et puis une fois que tu as trouvé l'équipe qui marchait, allez, c'est parti. On trouve des concerts. C'est simple Et- comme ça. Mais c'est qu'au final, quand tu as du temps et de l'énergie, parce qu'effectivement, tu vois, quand tu arrives dans un nouveau pays, que t'as pas de boulot ou tout comme ça, bah, du temps, t'en as. Donc Mm. effectivement, c'est trouver, penser un peu, comme on dit, tu vois, en dehors de la boîte et voir comment tu fais quelle solution tu trouves pour arriver au résultat que tu voulais. Et puis après, c'est de toute façon, tu sais qu'il faut que tu commences quelque part et ça va t'emmener ailleurs. Tu vois, rien n'est immuable, tout change. Et par exemple, au final, ça s'est pas super bien terminé avec les mecs avec qui j'avais commencé. Euh, mais en cours de route, j'ai rencontré un mec super qui, d'ailleurs, on est toujours resté super potes depuis, qui s'appelle José Rodriguez. À l'époque, lui, il était bar manager dans ce qui était le plus gros baroque de Bogota. Mhm. Et puis, du coup, on a fini par jouer ensemble. Et puis, le mec, au fur et à mesure des années, il a bien monté. Lui, il avait fini, bien qu'étant spécialisé en blues et en rock, lui, il a fini finaliste je crois, du X Factor colombien, ou un truc comme ça. D'ailleurs, j'étais en France, et ben, j'étais en France et j'ai un pote qui m'envoie, un pote de Colombie, qui fait, putain, regarde, c'est We Shape Heroes, bien vu, Catalina. Euh, et du coup, un pote de Colombie qui fait, putain, regarde où est José. Et puis, je vois la vidéo, José sur X Factor, tu vois, alors qu'on jouait dans des bars tout craignos en Colombie. Et puis, ça fait plaisir de voir ça. Et puis, du coup, là, on se revoit encore régulièrement. Là, il n'y a pas longtemps, il a bossé avec le Philharmonique de Bogota sur un projet qu'il y avait pour un gros festival rock à Bogota. Donc voilà, Donc, c'est il y cool. a Ça évidemment plaît. beaucoup de choses niveau culturel qui se passent en Colombie, quoi. Clairement, c'est un pays vraiment très riche. Ouais. Et alors, justement, en fait, en parlant de ça, t'as dû tourner un peu partout en Colombie, donc connaître vraiment toutes les régions, connaître Mhm. les différentes cultures. Enfin, explique-nous, en fait, déjà, ta connaissance du pays à ce moment-là avec la musique. Ouais. Donc, du coup, effectivement, ce premier pas en Colombie m'a fait après revenir un peu tous les ans, et puis tu développes un peu ton réseau, euh, et tu voyages de plus en plus. Donc, au début, tout ce qui était centralisé sur Bogota, après, ça a commencé à s'étendre, et je suis parti de Bogota sur Cali. Après, Cali, tu redescends, et puis tu arrives justement dans les coins de Pasto. Tu remontes au nord et tu fais toute la côte Caraïbe, donc avec Carthagène, Santa Marta, Barranquilla, tout ça. Donc c'est vrai que ça a permis, j'avais un pote qui était un pote d'une tribu indigène en Amazonie. Du coup, je suis allé jouer là-bas pour son village, c'était cool. J'avais fait ça pour un Noël d'ailleurs. Pendant 2 années de ma vie, j'ai décidé, tiens, je veux faire un Noël sans famille, sans personne, pour voir si vraiment ça a du sens pour moi ou si Mhm. c'est juste, tu vois,
un cliché social auquel on est habitué. Et donc, je m'étais dit, bah, tiens, je vais aller passer Noël au fin fond de l'Amazonie, là où je sais qu'ils ne le fêtent pas. Et du coup, je m'étais retrouvé à jouer le jour de Noël dans ce village-là en Amazonie. Incroyable. Euh, et du coup, effectivement, la musique comme vecteur, on va dire, de communication avec les gens, c'est un outil qui est formidable. Et ça te met tout de suite, si tu veux, d'égal à égal, parce que vraiment, tu apportes quelque chose. Tu n'arrives pas là en touriste à, on va dire, consommer, tu vois, que ce soit consommer de l'hôtellerie, consommer en restaurant ou des trucs comme ça. Non, tu arrives, tu apportes quelque chose, un truc sur lequel tu as bossé pendant longtemps. En plus, quand c'est tes morceaux, c'est quelque chose de super personnel. Euh, donc la relation est complètement différente. Et ça m'a appris vachement sur comment interagir en Colombie, comment les coutumes, parce que du coup je restais chez les gens, euh, on mangeait ensemble, ouais, ouais, non, humainement c'était une super expérience. Même les transports, tu vois, quand t'es pas habitué, les transports en Colombie c'est une autre façon de faire qu'en Europe, quoi. Ici, il y a pas d'autoroute. Donc, c'est soit en bus, soit en avion. Souvent les deux, parce que tu arrives à la ville principale et puis après, si tu vas dans un village, bah, tu prends un bus. Mais vu que les routes sont merdiques, c'est vrai que tu vas facilement faire, tu vois, on va dire, je sais pas, 200 bornes, tu peux mettre 4 heures de route. C'est pas... Donc, c'est vrai que avoir savoir dans quoi tu mets les pieds quand tu arrives en Colombie, tu vois, quels sont les codes sociaux chez les gens, comment tu vas pouvoir te déplacer dans le pays. Déjà, ça a fait quand même tout ça, le fait de l'avoir appris au fur et à mesure des années, ça a permis quand même de venir ici et de pas être trop choqué, on va dire, en montant une boîte d'export. Ouais. Ouais, déjà, enfin, t'avais une expérience, on va dire, dans la logistique et dans le transport avant Mhm. même d'être dans le café. Ouais. Ouais, Et surtout aussi savoir comment communiquer en fait là-bas en fait. bien. J'imagine que Ouais. c'est une grosse part des problèmes qu'on peut avoir pour quelqu'un qui connaît pas. En fait. Ouais, déjà, le premier truc, c'est la langue. C'est-à-dire qu'au final, tu vois, c'est pas hyper courant que les gens parlent anglais ici, donc il faut quand même parler espagnol. Et encore plus, tu vois, quand tu vas dans des zones rurales, qui sont celles où est produit le café, où effectivement, il faut quand même que tu parles espagnol et que tu le parles bien, parce que bah, c'est comme, tu vois, par exemple, toi, tu vas en France et tu vas dans la campagne profonde, tu vois, tu as des accents qui sont marqués. Euh, pour un étranger qui a une connaissance basique du français, comprendre un accent marqué, c'est super compliqué. Mm. Donc, même topo ici, donc c'est vrai qu'il faut quand même bien parler la langue pour comprendre tout ce qui se fait. Et Donc tu as des vrais accents suivant les régions, c'est ça? ouais, ouais, carrément. Le plus dur, je pense, à comprendre, étant celui de la côte Caraïbe, où Mm. les mecs parlent hyper vite, ils prononcent pas les S, et ouais, et ça sonne et tout est super saccadé. Donc ça, c'est vraiment le plus galère à comprendre. Oui, là, ça va. Oui, là, c'est pas encore trop mal. Hum, mais du coup, ouais, arriver ici, connaître la langue, ça, c'était clairement un avantage. Après, la manière de communiquer, tu vois, c'est pas aussi, tu peux pas être aussi direct, on va dire, qu'en France. Tu vois, où, bon, après, les Français sont particulièrement râleurs et particulièrement directs. Euh, Moi, je trouve ça bien. Très franchement, je trouve que ça facilite beaucoup de choses. Mais en Colombie, non, il faut que tu sois un peu plus subtil que ça. Mm. Euh, Parce que sinon, après, tu te mets les gens à dos. Et puis au final, tu vois, faut aussi se rappeler que bah, tu es quand même un étranger dans un pays d'accueil. Mm. Donc c'est à toi de t'adapter à ça. Euh, donc ça, c'est vrai que ouais, la langue a beaucoup servi pour pouvoir mener ce projet à bien, on va dire. Mm. Bon, après,
tu restes quand même surpris tous les jours, tu vois, des fois du manque de communication ou des imprévus, on va dire, qui va se passer à tout moment. Ça peut être très clair que tu es dit à quelqu'un, on se retrouve demain à 16h, et à 18h, le jour où tu avais rendez-vous, il fait pardon, j'aurai 5 minutes de retard, ça te dit, on met ça dans une semaine. Tu vois, ici, c'est hyper courant et tu peux pas tellement t'offusquer ou en vouloir aux gens parce que tout le monde fonctionne comme ça. Tout le monde fait, ouais. Ouais, Ouais, c'est une culture. c'est une culture. Mais bon, c'est vrai que quand on vient d'une autre culture, enfin voilà, c'est le choc, C'est quoi. ça, complet. Ok, mais il faut juste le comprendre et puis bien réagir, comme tu dis, en fait. Si tu C'est réagis ça, mal, tu te mets tout le monde à dos. Donc, c'est ça qu'il faut ouais. comprendre surtout. Ouais. Et j'imagine qu'en fait, toi, avec ton regard, en fait, bah, de Français qui s'est vraiment, pendant un moment, déjà installé là-bas, tu devais voir les autres Français, les touristes qui réagissaient mal. Enfin, on a l'œil, en fait, pour ça, on les repère tout de suite et on a envie de se fermer Complètement. les yeux, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, quand tu vois qu'il y a un truc comme ça qui se passe à côté, tu vois, genre, t'as un couple, je sais pas, qui est en train de se prendre la tête avec un serveur ou un truc comme ça, hop, tu te caches, genre, non, non, je suis pas français. Laissez-moi en dehors de ça, s'il vous plaît. Euh, Parce que, ouais. Mais c'est vrai que ça arrive constamment. Ouais. Constamment, constamment. C'est comme ça. Ok, bah donc déjà une bonne connaissance en fait de la communication, ça c'est absolument essentiel. Ouais. Et Mhm. alors, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas resté en Colombie alors? Parce que tu as une autre étape ensuite. Ouais, alors du coup, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je revenais en Colombie plus pour une tournée, puis je repartais en France où j'avais quand même mes projets un peu plus stables. Donc mon Ouais. groupe Bloody Mary, je filais mes cours de guitare, tout ça. Après, il y a eu un moment où j'en ai eu un peu ras-le-bol de tout ça, de la vie de groupe, où c'est compliqué. Le fait au final, ça faisait 10 ans que j'étais à Nancy. Oh, comme je te dis, c'était une ville qui est super sympa, mais j'avais besoin de changer d'air. Et puis là, j'ai eu l'opportunité effectivement de reprendre un théâtre sur Londres. Du coup, je l'ai prise. Et puis, je suis parti à Londres. Euh, donc là, euh, Comme ça, il y ouais, a un théâtre qui t'est tombé dessus. c'est un peu ça. Non, c'est ma frangine qui était installée à Londres. Elle faisait des études de théâtre et puis elle avait commencé comme bénévole justement dans un petit théâtre. Et les deux gérantes on voulait partir, donc on proposait à ma sœur de le reprendre. Et puis elle m'a appelé, elle m'a dit, écoute, t'es la seule personne au monde à qui je fais confiance, tu vois, pour reprendre une affaire. Est-ce que ça te branche? Allez, c'est Allez, c'est parti. parti, à l'aventure. Ok. C'est ça. Donc voilà, je fais mes valises. Un pote avec son minivan m'a emmené à Londres avec tout mon matos de musique. Euh, et puis là, on a commencé effectivement le théâtre. Et puis c'était intéressant. C'était un petit théâtre de 50 places, comme il en existe beaucoup à Londres. Espèce de théâtres qui sont mis au-dessus des pubs euh, et qui développent justement toute la scène de théâtre alternative. Bon, à ce moment-là, en plus, j'y connaissais rien du tout en théâtre. Euh, donc voilà, on a commencé à monter ça. Moi, à côté de ça, je me suis dit, par rapport à mon expérience de vie de groupe et tout ça, je me suis dit, bon, je vais y aller tout seul, guitare acoustique, chant, et puis je vais voir comment ça se passe. Donc, les 3 premiers mois à Londres, je me souviens, j'ai fait des open mic tous les soirs pendant 3 mois. C'était vraiment, je pense, aller 5 ou 6 jours sur 7, parce que du coup, tu arrives dans une ville aussi grande que Londres, c'est comment est-ce que je me démarque, comment est-ce que je me fais connaître, comment est-ce que je me construis un réseau. Donc ouais, tous les soirs pendant 3 mois, bah, open mic. Et puis après, j'ai commencé à développer mon circuit. Du coup, les gens, là où je jouais dans des open mic, du coup, les lieux me payaient après pour faire des sets, tu vois, d'1 heure, 2 heures où je jouais tout seul. Euh, donc j'ai commencé comme ça, et puis après, ça s'est étendu à d'autres pays. Du coup, j'avais mes réseaux en Europe, un réseau en Colombie. Et puis petit à petit, ben, ça s'est bien étendu. Et je crois avec ce projet-là, du coup, que j'avais en acoustique, qui s'appelait Peter Van Toy, en 3 ans, j'ai dû jouer dans, je crois que c'était plus d'une trentaine de pays. On a vraiment, tu vois, Nouvelle-Zélande, Cuba,
Suède, République tchèque, après la plupart des pays d'Europe centrale. Donc ça a été Galapagos. C'était improbable, c'était cool. Donc ouais, là c'est vraiment avec ce projet-là, j'ai pu vraiment pousser le concept, si tu veux, on va dire de globe-trotter, voyager. Tu te mets en permanence dans des situations à risque, enfin pas à risque, mais tu vois, où tu sors de ta zone de confort, hein, parce que du coup, tu es en permanence en train de te confronter à des trucs nouveaux. Et tout ça, du coup, en maintenant la gestion de ce théâtre avec des à employés, Londres. alors, ce que tu Ouais, disais. avec des employés. Donc, on le gérait tous les deux avec ma sœur. On était les deux gérants. Et on avait une équipe à peu près, c'était 10 employés, en gros, tu vois, en passant ouais, les gens qui gèrent le box-office, ingénieur son, ingénieur lumière, des gens qui nous remplacent aussi pour l'administratif. On a formé pas mal de gens au boulot. D'ailleurs, une des personnes qu'on avait formées, c'était cool. Après, a repris elle-même la gestion d'un autre théâtre sur Londres. Donc, c'était intéressant aussi comme l'aspect formation. Donc beaucoup de travail, et qui Ouais, dit beaucoup de travail, dit café, j'imagine, à un moment donné. beaucoup de café. Et surtout à Londres, tu vois, où tu es quand même. Est-ce que c'est à Euh, Londres que tu as découvert le café? Non, j'imagine que non. Mais Alors, le café, non, j'en ai toujours bu, mais après, le café de spécialité, effectivement, c'est à Londres. Et, euh, et plus particulièrement, si tu veux, t'en bois en permanence du café de spécialité à Londres, mais si tu fais pas gaffe au truc, tu sais pas que tu bois du café de spécialité. C'est-à-dire que si tu fais pas gaffe à tout le branding et tout ça, bon, bah, c'est juste tu vas dans des coffee shops et tu as du bon café, quoi. Et, euh, et puis, du coup, pendant que j'étais à Londres, c'est là où j'ai rencontré Catalina. Et puis voilà, on a commencé à sortir ensemble. Et puis, donc, comme je te disais, tu vois, j'ai vite compris qu'il fallait que soit je me mette au café spécial, soit à la salsa, et que mes pas dedans, c'était pas terrible. Donc, du coup, j'ai commencé à bien me passionner pour tout ce qui était café. parce que Et je crois que, Katharina était donc barista ouais, à Roslyn, c'est ça, et à Nude. c'est ça, exactement. Et puis, elle a eu d'autres boîtes dedans, mais elle était déjà dedans depuis, tu vois, depuis environ 6 ans. Ah oui. Donc, ouais, elle connaissait bien son truc. Et ce qui est cool, c'est qu'elle a jamais été, si tu veux, c'était pas en mode je vais t'apprendre, tu vois, le café spécial. C'est plus je vais te laisser ton temps et puis fais tes découvertes toi-même. Donc, pour un anniversaire, elle m'avait offert une Aéropress, elle m'avait aussi offert le livre de James Hoffman. Euh, mais je me souviens que la première fois vraiment où j'ai capté, ce que c'était le café de spécialité, c'est quand elle m'a envoyé une vidéo de comment préparer une French press par James Hoffman. Mm. Où du coup, euh, il te montre, tu vois, déjà, premièrement, doser ton café. Ensuite, tu as des choses qui paraissent maintenant tellement évidentes, mais quand Mm. personne te l'a dit et que tu n'y as pas Oui. fait attention, c'est, ouais. Donc, doser ton café, enlever tu vois, le nettoyer. Et puis après, pas appuyer jusqu'au fond pour pas faire ressortir l'amertume et tout ça. Et là, je me suis rendu compte, putain, en fait, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire sur un produit qui, au final, a que 2 ingrédients. Tu vois, café, eau. Et toutes Mm. les variables. Donc là, j'ai commencé à comprendre, si tu veux, que déjà, le café en lui-même, dans sa préparation, tu avais un nombre incroyable de variables et que tout avait un impact. Et depuis, ça a été un peu comme quand tu tires une pelote de laine, parce que tout a un impact sur le goût final. Donc, que ce soit la manière comment tu entreposes le café, comment tu le transportes, comment tu le torréfies, comment le producteur le sèche, quels fertilisants il va mettre, quel climat il a. Et Mm. là, tu te rends compte que waouh, un truc qui est juste un petit grain et de l'eau chaude, Mm. au final, c'est une complexité ahurissante. Et C'est pour ça. surtout, de quoi? Et c'est pour ça qu'on adore. Ouais. Mais alors, Ben ouais, comment tu as appris en fait tout ça? Parce que du coup, tu es arrivé sur le tard et Catalina avait 6 ans d'avance sur toi, et tu disais ouais. elle n'a pas vraiment été le professeur pour toi. Mais alors, du coup, tu as appris dans les livres ou finalement, quand tu t'es tellement intéressé qu'avec elle, tu allais plus loin?
Alors du coup, j'ai appris vraiment de manière empirique. Donc effectivement, un peu, tu vois, avec des bouquins, en lisant des articles sur Internet, etc. Mais après, du coup, ça a été demander aux gens, échanger. Tu vois, comme quand on a échangé l'autre jour, par exemple, sur les fermentations. C'est vraiment demander à des gens qui sont spécialistes dans un domaine, pas avoir honte, dire, bon, ça, au final, comment ça marche vraiment? Et, euh, et ça m'a aidé à comprendre, tu vois, petit à petit, un peu de tous les éléments de la chaîne. Parce que la chaîne de production est hyper longue, entre le moment où tu plantes le café et le moment où il arrive dans ta tasse. Euh, mais du coup, effectivement, demander à tous les acteurs qui sont spécialisés dans un aspect de la chaîne, ça a été une grande source d'apprentissage. Et, Ouais. euh, et c'est comme ça C'est- que j'ai appris. C'est une bonne leçon en fait, c'est de vraiment oser demander aux gens qui savent en fait. Ouais. C'est là où est la bonne information. Parfois, c'est difficile en fait de trouver la bonne information sur une telle ou telle question sur le café parce qu'il y a pas, il y a évidemment il y a plein de bouquins, mais en fait il y a plein de ressources sur Internet, mais parfois elles se contredisent et Mhm. bon en fait il faut se faire sa propre expérience et il faut écouter tout le monde. Bien sûr. Et puis, sachant qu'aussi, c'est que culturellement, les manières de boire le café sont tellement différentes que tu peux pas te fier à une seule source d'infos. Par exemple, tu vois, ne serait-ce que sur la torréfaction, si tu prends une torréfaction scandinave qui est hyper claire, à l'inverse, tu prends la torréfaction en Italie, tu vois, qui culturellement est super obscur, non, si Poussé, obscur, non, ouais, foncé, français, ouais. super, super foncé. C'est que c'est important de comprendre comment chacun fonctionne dans son pays ou ne serait-ce qu'en fonction de ses convictions, quoi. Et tu vois, et Hmm. te faire un paysage global du monde du café en disant, ah, tiens, moi je connais ce mec-là, lui il aime bien faire comme ça et ça marche pour lui. Et à Hmm. l'inverse, bah, telle personne dans un autre coin du monde, lui fait comme ça et ça marche pour lui. Euh, Au final, c'est vrai qu'il y a des informations qui sont des faits. Par exemple, l'histoire de la fermentation, respiration, macération carbonique. Tu vois, en tant que scientifique, tu le sais mieux que personne. Ça, c'est des réactions chimiques si, chimiques et biologiques. Je dis pas C'est de toujours un conneries. peu de tout. Ouais. Ouais. Donc ça, effectivement, tu vois, sur des principes comme ça, il y a pas trop de doute ou ouais, tu peux pas remettre ça en cause. Mais après, pour tout ce qui va être les méthodes d'extraction, les méthodes de torréfaction, chacun va avoir son, C'est plus de son grain de l'empirique. sel, hein. Il n'y a pas Ouais. encore vraiment une recette qui est élaborée, Mhm. très scientifique, mais ouais. Ok. Mais alors, donc tu as commencé vraiment à t'intéresser de plus en plus, à approfondir ta connaissance sur toutes les étapes du café. Et Mhm. donc, à côté de ça, Catalina avait sa carrière bien avancée dans certains établissements à Londres. Mais peut-être que elle avait une autre envie, ou alors c'est vraiment à deux, en fait, que l'idée vous est venue d'aller un peu plus loin dans le café. Comment c'est arrivé, en fait? Alors l'idée, ça venait d'exporter du café vert, ça venait de Catalina. Elle étant colombienne, tu vois, ses grands-parents étaient caféculteurs dans les coins de Manizales. Ok. Donc elle, à partir du moment où elle s'est passionnée pour le café de spécialité, elle savait que ce serait vers l'export qu'elle allait se mettre. Il y avait pas de doute. Elle s'était mise vraiment à faire, tu vois, à bosser comme barista et tout ça pour comprendre tout ce qui était contrôle de qualité. Et c'est important de connaître aussi le dernier maillon de la chaîne au final. Quand toi, tu veux faire le premier, comprendre le dernier, je trouve que ça rapproche vraiment les deux mondes. Mm. Euh, et du coup, ça a été plus... Ça fait comment tu Escobar. Faut pas dire ça en Colombie, ils aiment pas trop, hein. Attention, Laurent. Euh, et, mais qu'est-ce que je te disais? Oui, moi je suis plus arrivé avec mon esprit on peut faire tout ce qu'on veut. Donc si c'est aller en Colombie, monter une compagnie d'export de café, allez, on le fait et on y va. Donc
Donc voilà, c'est plus là où moi je suis intervenu. Et Encore une fois, ça a donc, l'air facile, mais ça ne ouais. peut pas être. C'est ça. Si, Non, bien ça. bah, c'est pas, je sais pas, c'est pas plus compliqué. En fait, ça me paraît pas plus compliqué qu'autre chose, dans la mesure où il y a des trucs hyper chiants à apprendre, ça on est d'accord. Tu vois, par exemple, quand je suis arrivé ici et que j'ai dû apprendre les bases de la comptabilité selon les règles colombiennes, bon, est-ce que j'ai trouvé ça super intéressant? Fondamentalement, non. Cela dit, la liberté que ça t'offre, ça vaut complètement le coup de se mettre là-dedans pendant un mois et de te faire chier à designer une feuille de calcul Excel qui correspond vraiment aux normes de la compta ici. Tu t'économises un comptable parce que tu montes une boîte, donc tu n'as pas forcément les moyens pour des dépenses superflues. Donc tout ce que tu peux faire toi-même, tu le fais. Et puis après si ça marche, bah, tu délègues et c'est cool, quoi. Hmm. Euh, mais encore une fois, ça me paraît pas plus chiant, par exemple, que de faire un boulot que t'as pas envie de faire. Oui, oui. Tu vois, et dans lequel, en plus, surtout, tu vois pas de perspective. Parce que c'est ça qui m'a toujours paru un peu compliqué dans le fait d'être employé, c'est que même si tu des perspectives de développement, des perspectives de monter les échelons, etc., au final, ce sera jamais ta boîte. Ce sera jamais ta boîte, tu n'auras jamais 100% des décisions dessus. Et, euh, et quand tu as envie d'être indépendant, bah, c'est un concept qui est un peu dur à accepter. Donc, c'est vrai que, par exemple, avant de monter la boîte, on a effectivement pensé, tiens, est-ce que ça vaudrait pas le coup de bosser pour un exportateur ou de bosser pour un importateur pour vraiment savoir comment ça marche, etc. On se te dit effectivement, tu vois, c'est valable, peut-être bosser un an, tu gagnes de l'expérience et tout ça. Et puis, euh, et puis finalement, on a décidé de faire autrement. On s'est dit, bah, écoute, non, on le monte, on fait nos erreurs, on apprend nous-mêmes. Et puis franchement, ça a pas mal marché jusque-là. Ça Je suis fait combien de content. temps, là, quand est-ce que vous l'avez commencé, quand la La, boîte? la boîte, elle a été montée, on a déposé les statuts, je crois que ça devait être le 27 mars 2019. D'accord. Donc ouais, c'était en mars 2019, en avril Juste avant la récolte de mai, quoi. Ouais, C'est ça. Alors, exactement. du coup, vous avez monté les statuts. Est-ce que vous aviez déjà des contacts chez certains producteurs ou est-ce que vous avez dû un peu, comment on fait en fait? On prend sa voiture et puis on va directement dans les plantations ou comment ça se passe? Ouais, c'était un peu un mélange des deux. Donc il y avait Catalina connaissait quelques producteurs de la région de Boyaca. Alors région de Boyaca, justement, on voulait exporter plus de là-bas parce que c'est pas une région qui est hyper connue et pourtant qui fait du super café. Mais du coup, on connaissait quelques producteurs par là. Et puis après, effectivement, le reste, ça a été notre première demande est arrivée pour Coopers en Angleterre. Il avait commandé justement un honey de Boyaca fait par Maria Antonietta Callas, qui est une femme caficultrice qui embauche que des femmes d'ailleurs. Hmm. Euh, et, euh, et donc il avait commandé son honey, mais il fallait un peu plus de café pour compléter la commande parce qu'il n'y avait pas assez de kilos. Et du coup, ben, là, on a pris la bagnole, on est allé dans le Willa et puis ouais, on est allé un peu toquer à des portes pour voir qui nous ouvrait déjà qui nous ouvrait ses portes. Ensuite, commencer à goûter les cafés. On avait investi dans une Aikawa. Donc ça nous permettait de torréfier en direct avec les caféculteurs. Alors du coup, effectivement, tu vois, on laissait pas le temps de dégazer une journée parce qu'on n'avait pas le temps. On était un peu course contre la montre. Mais ça a été, euh, ça a été une manière un peu épuisante, tu vois, avec le recul de le faire, mais super bénéfique parce que du coup, encore une fois, la connaissance que tu peux avoir sur le terrain à fonctionner de cette manière, après, sur le long terme, c'est vraiment payant parce que du coup, les gens te connaissent, euh, tu sais dans quel coin aller chercher, tu sais à qui tu peux demander conseil aussi. Tu vois, une fois que tu as déjà bossé avec quelques caficulteurs, tu te dis, putain, tu connais pas quelqu'un qui a ce style de profil-là? Ah ouais, tiens, demande à lui. Et vu que tu as Hmm. déjà bossé avec la première personne,
Il y a déjà un filtre qui est Un fait. lien de confiance, d'accord. Mais alors, finalement, vos décisions, c'était du feeling, c'était basé que sur la tasse, le résultat en tasse, ou c'est la visite que vous faisiez de la plantation? Enfin, comment est-ce en tant que, enfin, c'était votre première année, vos premiers achats, Mhm. comment on est en confiance pour se dire, allez, j'investis dans ce café? Alors, quand- c'est vrai que quand tu le dis comme ça, j'ai l'impression qu'il y a plein de facteurs qui sont rentrés en jeu, alors qu'au final, c'était peut-être un peu notre inconscience qui nous a fait aller vers ça. L'intuition, Mais quoi. ouais, c'est ça. Après, tu arrives dans la ferme, déjà, c'est comme quand tu arrives chez quelqu'un. Si tu veux, c'est en fonction de comment est l'appart ou la maison est Tu rangée, regardes s'il y a de la comment elle est poussière décorée. sur les étagères, tout ça. Exactement. Non, mais c'est ça, quoi. Le bénéficio, là où du coup tu dépulpes et tu laves le café, si tu vois que c'est le bordel, qu'il y a des mouches de partout, tu vois, ouf. Tu dis, bon, ici, ça va peut-être être compliqué. Mais par contre, c'est quand tu arrives dans une plantation où tu as un mec qui te parle, qui est hyper fier de son installation. Il t'explique que là, il a fait un système justement pour récupérer, tu vois, sur comment ne pas cramer l'environnement avec les eaux qui sortent des bains de lavement et tout ça. Euh, Après, il continue à faire visiter sa ferme. Tous les arbres sont bien en ligne. Il n'y a pas de problème de broca. Il n'y a pas de problème de roya non plus. Et une fois que tu Juste as fini, ouais, pour être sûr d'expliquer la broca et la roya vite fait, en deux secondes. ouais. Alors, la broca, du coup, c'est vraiment le petit insecte. C'est une plaie pour le café et pour les caféiculteurs parce que c'est un insecte donc, qui pond ses œufs dans les grains mûrs. Et salut Adrien. Euh, donc il pond ses œufs dans les grains mûrs et il mange les grains qui sont pas mûrs. Ouais. Et Et là, un cycle de reproduction, c'est assez, je sais plus, je crois que c'est 3 mois le cycle de reproduction, mais une fois que ça a attaqué un arbre, c'est très très difficile ton arbre il est plus ou moins foutu parce que du coup ça attaque le grain, donc après t'as plus le grain perd en densité. C'est et donc, pas. on en retrouve beaucoup en Colombie. Et après, il y a la Ouais. roya aussi. Bah, tu le retrouves beaucoup en Colombie et surtout sur les fermes qui sont un peu plus basses, tu vois, celles qui sont à 1400, 1600 mètres d'altitude, du coup, où il fait plus chaud, bah, du coup, la broca prolifère plus. Et la roya, du coup, après, ça, c'est une maladie qui attaque surtout les feuilles. Donc, la roya, ça se traduit en rouille. Donc, en gros, c'est effectivement des taches de rouille. Et puis là, du coup, bah, ça empêche l'arbre de faire sa photosynthèse et vraiment apporter tous les nutriments nécessaires au grain pour après avoir un résultat en tasse optimal. Ok, donc tu regardais la santé des arbres et des C'est choses comme ça. ça aussi. Donc une idée directe, essayer d'avoir une idée générale un peu de la plantation et comment les gens en fait dans la plantation travaillaient et, C'est ça. pour être vraiment. Qui vraiment qui prennent soin de leur plantation, qui connaissent aussi leurs produits. C'est que on a été surpris, tu vois, plusieurs fois avoir des caféiculteurs qui, à la fin de la visite, nous font un café dans une Chemex. Et, putain, cool. Mhm. Tu vois, on sait qu'on va parler, du coup, que ça va pas être compliqué de parler le même langage au niveau des points en tasse. Tu sais, nous, on n'a pas de certification de Q-Grader, mais après, voilà, on sait cuper. Et pour avoir comparé nos résultats avec des gens qui, oui, effectivement, sont Q-Grader, on est quand même calibré et voilà, on sait au moins de quoi on parle. Mhm. Donc, c'est vrai que quand tu as un caféiculteur aussi qui a ce même niveau de connaissance, même s'il est empirique, ça simplifie vraiment le boulot par la suite parce que du coup, quand le mec il te dit, ah, bah, voilà, là, celui-là, on est sur du 85, 85,5 points, tu vois, il y a des notes de groseille, bah, cool, tu sais que tu peux le croire. À l'inverse, c'est vrai que quand tu parles avec des caféiculteurs qui n'ont jamais entendu parler de spécialité et qui te disent juste, bah, mon café, il est très bon et, euh, Mhm. et tu vois, où il a un bon facteur de rendement. Mhm. Le facteur de rendement, c'est-à-dire que quand tu achètes le café, tu l'achètes en parche. En fait, Mhm. Donc, le facteur de rendement, ça va être sur 100 kilos en parche, combien tu vas en avoir en verre. En verre Donc, de bonne qualité que tu vas exporter. alors, ouais,
Oui, en verre de bonne qualité que tu vas exporter. Même si ça, des fois, c'est compliqué parce que ça dépend de la norme tu vois, de la norme d'exportation que tu lui mets. Euh, mais ouais. Donc c'est vrai que quand tu as juste ces deux infos-là, tu vois, mon café il est bon ou il a un bon facteur de rendement, ça devient compliqué. Ouais. Euh, C'est pas rassurant, quoi. Ça veut pas dire qu'il fait du non, mauvais café, ceci dit, hein. Peut-être que non, c'est du pas très bon du. café, mais- C'est ça. hmm. Euh, 70 et yep, 92 pour 70. Alors ça, du coup, ouais, Bon, attends, je sais pas si ça parle. c'est Euh, 92 kilos pour 70, ouais. Carga Pergamino Secco. C'est dans quel pays ça, la Carga 92, Louis? Parce Ça doit être qu'en euh, Colombie? Parce que la Carga, moi, elle est à 125 en Colombie. Alors, du coup, juste pour clarifier, en fait, pour les gens qui Ouais. regardent, puis qui ne voient pas forcément le chat, en fait, de quoi vous parlez là? En fait, il y a donc, Ah, juste pour pardon. expliquer, Louis qui regarde en ce moment, donne une information 92 CPS. À quoi ça correspond, Mhm. ça? Alors, du coup, CPS, c'est Carga Pergamino Seco. Donc, la charge en parche sèche. Donc, c'est-à-dire que quand tu achètes ton café, tu négocies le prix en cette unité de mesure qui est 125 kilos de café en parche Ouais. sèche. Donc, après, une fois que tu l'as acheté, toi, tu l'emmènes au centre de tri. Et là, tu fais tout le processus de sélection et de préparation. Nous, en gros, on a un procédé assez poussé. Donc, pour un café lavé, on perd environ 35% du poids pour arriver à ce qu'on exporte. Et sur un café naturel, on enlève environ 60% du poids qui est en cerise séchée. D'accord. En Ok. long terme. Donc, pour vous, en fait, c'est la meilleure façon de procéder, c'est-à-dire d'acheter le café Parche, parce que vous Ouais. pouvez vraiment contrôler, en fait, tout ce qui se passe derrière. C'est vraiment ça l'intérêt, non? Exactement. Donc ça, c'est un intérêt, effectivement, que toi, tu contrôles après toute ta chaîne de préparation. L'autre intérêt, c'est la fraîcheur du café. C'est-à-dire que la parche, même étant naturelle, c'est le meilleur protecteur pour ton grain de café vert. Donc, plus longtemps tu peux le laisser en parche, mieux c'est. J'aurais envie de te dire que idéalement, ce qui serait top en Europe, ça serait d'avoir un centre de tri et d'exporter le café en parche. Du coup, comme ça, t'as vraiment pas de problème quand ça traverse l'Atlantique avec changement de température, changement des taux d'humidité, etc. Alors après, c'est vrai que ça impliquerait le café, je pense, ça arriverait beaucoup plus cher aux consommateurs Hmm. parce que bah, du coup, tu rajoutes du volume sur le transport. Hein, tu vois, Bien si sûr. nous on perd 35%, donc tu rajoutes 35% sur le transport pour délaver. Et puis après, effectivement, la main-d'œuvre étant plus chère en Europe, ton kilo de café trié, on serait sur des prix bien plus élevés. Mais Hmm. idéalement, si vraiment on voulait parler de qualité de café une fois arrivé en Europe, centre de tri dans un port, ça serait le top. Est-ce que tu trouves c'est intéressant, est-ce que tu trouves que les mêmes cafés, en fait, sont meilleurs en Colombie qu'une fois qu'ils ont traversé l'Atlantique? Hum, alors, pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion Attends, c'est une bonne question, ça. Il faudrait que je fasse un test. Mais ça serait intéressant, effectivement, de faire un test. Nous, on garde toujours Hmm. des contre-échantillons, si tu veux, pour être sûr que s'il y a un problème qualité quand ça arrive en Europe, qu'on puisse vérifier si effectivement ça venait de nous ou pas. Jusqu'à présent, c'est jamais arrivé, on est touche du bois. Euh, mais il faudrait le voir. Après, le problème qu'on a en Colombie, c'est de trouver le bon torréfacteur. Et ça, Hmm. c'est-à-dire la Colombie, maintenant, ça y est, on a vraiment des agronomes et des producteurs qui sont experts dans les cafés de spécialité et qui peuvent sortir des super, super produits. Euh, pour la torréfaction, c'est encore un peu plus compliqué. Surtout Hmm. qu'ici, par exemple, culturellement, les gens boivent le café avec une torréfaction très, très foncée. Donc même si tu as des cafés comme
Libertario, Azahar, Varietal, tu vois, qui font le forcing justement pour changer ça et arriver à une torréfaction qui laisse plus de place au grain et à l'arôme. Euh, De manière générale, ça- c'est assez poussé, ouais, quoi, toujours, ouais. c'est Mm. ça. Ok. Alors en fait, donc du coup, si on essaye de voir un peu enfin, votre travail, finalement, Mhm. donc c'est donc d'établir des relations avec des producteurs, Ouais, euh, de voir en fait d'acheter sur résultat en tasse mhm. des lots de café. Donc C'est ça. certains, j'imagine que même ça, en fait, vous avez pas mal d'investissements à mettre sur la table, en fait, parce que vous devez acheter en avance avant de pouvoir les vendre des, euh, les, euh, les Alors lots. non, on bosse sans entrepôt en fait, si tu veux, parce que vraiment un des trucs qui est important pour nous, c'était vraiment effectivement la fraîcheur du café, parce que juste le transport, t'en as pour 2 mois, et puis après, tu vois, un petit torréfacteur, on va dire, qui nous achète 4-5 palettes, lui, il faut qu'on soit sûr qu'au bout de 6 mois, le café, il soit toujours, tu vois, il est toujours de sa même valeur. Donc, on bosse toujours avec un peu à flux tendu. C'est-à-dire qu'on est en permanence en train de voyager, en permanence en train de cuper, et dès qu'on a des lots qui nous paraissent super ou exceptionnels, là, on demande des échantillons aux caféiculteurs et on envoie en Europe au torréfacteur. Et en général, en 15 jours, c'est ça l'avantage quand les caféiculteurs te connaissent, c'est que, euh, c'est que effectivement, tu peux leur demander, les mecs, vous pouvez nous garder ça juste pendant 15 jours? On a quelqu'un qui est potentiellement intéressé, on lui envoie l'échantillon, il torréfie, s'il l'achète, boum, ça part à partir de là. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Et donc logistiquement, c'est un peu un casse-tête. Tu vois, pour nous, on a un stock qui bouge en permanence. Et puis, faut connaître super bien tes clients en Europe pour savoir vraiment ce qu'ils recherchent. Tu vois, quel type de profil, pour que quand tu tombes sur ce profil-là dans ta table de cupping ici en Colombie, tu te dises, oui, ce café, il est pour ce mec-là. Ce Mm. café, je vais le proposer à ce mec-là. Euh, et du coup, voilà, comme ça, on fait toujours un travail super personnalisé comme ça. Oui, c'est Et vraiment une création de relations en fait directes, c'est ça, suivant les. Mm. c'est ça. Et puis effectivement, avec le but, tu vois, pour nous, bon voilà, encore une fois, ça fait qu'un an et demi, tu vois, qu'on a commencé, mais même pas. Mais le but, c'est effectivement après, tu vois, de faire venir le torréfacteur et qui visite et qui connaisse le producteur de la ferme du café qu'il a dans sa boutique. Et, Mm. Et donc, une fois que le torréfacteur dit bah ok banco je l'achète, à ce ouais. moment-là en fait le travail il consiste en quoi? Donc, on achète le café à ce moment-là au caféiculteur. On rapatrie le café sur Bogota. Il y a un centre de tri avec qui on bosse, juste à l'extérieur, qui est vachement bien, super rigoureux au niveau de la qualité. Les machines sont tout le temps nettoyées. Le mec qui a monté ce centre de tri, il est ingénieur et il a fait lui-même les plans et les constructions de ces machines de tri. Donc, il sait super bien les calibrer. Il n'y a pas de problème que ce soit lavé, honey ou naturel. Le mec, il te fait ça super. Donc là, on fait tout le processus de tri, la sélection manuelle si on nous le demande, parce que des fois, c'est vrai qu'il y a des lots qui demandent sélection manuelle. Donc, du coup, là, t'embauches une équipe de 5-6 personnes tu vois, qui passent une semaine grain par grain à vérifier que ce soit vraiment à 0, 0 défaut. Euh, une fois que ça c'est fait, ça part pour Carthagène, Mm. donc en camion. Et après, Carthagène, processus de douane, ça part en conteneur en Europe. Et en Europe, on fait la livraison aussi en direct chez le torréfacteur. Donc, c'est D'accord. vrai qu'une fois que le café est acheté, notre boulot à nous, c'est vraiment de le récupérer à la ferme, le préparer et le faire livrer jusqu'à la porte du torréfacteur.
D'accord. Et alors, en moment de, comment en fait vous passez par je sais pas si on appelle ça une usine, en tout cas l'usine de préparation. Ouais. Est-ce que pendant les moments en fait de forte, dans le pic de la saison, est-ce que ça se passe vraiment très bien en fait? Est-ce que ça va assez vite au niveau du process dans l'usine? Parce que j'imagine qu'il a beaucoup de clients. Je me pose juste la question en fait. Ouais. Alors effectivement, il a pas mal de clients. L'avantage, c'est qu'il a surtout des clients qui bossent dans le café de spécialité. Hmm. Donc on va dire que ça restera toujours moins que des volumes, on va dire, tu vois, D'accord. si tu faisais de la grande distribution. Mais cela dit, pour te donner une ordre d'idée, pour trier euh, une tonne de café, t'en as pour 1 heure. Donc, tu vois, D'accord. c'est Ok. pas, c'est, le Ouais. process, la partie de triage, une fois que tu as trouvé le mec avec qui bosser, c'est hyper rapide et c'est Hmm. super fiable. C'est D'accord. plus le reste, le transport qui devient qui devient un peu plus Peut-être. compliqué. Ouais. Du coup, tu as Ouais. peut-être des petites anecdotes déjà euh, après cette Euh, première année d'expérience. ouais, bah, en anecdote, qu'est-ce qu'on a? Bah là, par exemple, là, tu vois, avec le coronavirus, du coup, c'était compliqué de trouver des camions qui partaient de Bogota à Carthagène. Donc, pour référence, Bogota-Carthagène, c'est à peu près 2 jours de voyage. Hmm. Il y a que 1 000 kilomètres, mais encore une fois, vu qu'il n'y a pas d'autoroute, ouais, 2 jours. Donc, c'était compliqué de trouver des entreprises de transport qui acheminaient parce que du coup, vu qu'il y avait moins de marchandises qui rentraient au port, ça voulait dire que les camions devaient revenir sur Bogota à vide. Et du coup, personne ne voulait perdre d'argent. Hmm. Euh, du coup, nous, on affrète toujours un camion juste pour notre café, pour pas qu'il soit mélangé avec quoi que ce soit, pour pas qu'il y ait de risque de contamination croisée, etc. Euh, et donc, le camion arrive, super, on va pour charger. Et puis là, dedans, on commence à avoir une échelle, des balais, des produits chimiques. Et on dit au chauffeur, mais pourquoi il y a tout ça? Il fait, ah ouais, non, non, mais c'est juste que, en fait, je dois déposer ça, tu vois, un cousin à moi qui habite à Barranquilla, à 2 heures de Carthagène. Oh, du coup, je profite du voyage pour lui emmener. Ah, putain, les mecs, hein, ne faites pas ça, quoi. Donc voilà, après, il faut que tu négocies, faut que ça passe devant, voilà. Ouais. Et puis, c'est toujours un peu des trucs comme ça. Ou, euh, ou un coup, qu'est-ce qui devait se passer? Ah ouais, pareil, un camion qui nous ramenait le café de Huila jusqu'à Bogota, qui venait de 3 caféiculteurs différents. Donc on avait coordonné avec les 3 caféiculteurs pour que tout le monde le mette dans le même entrepôt 1 jour avant. Super. Le café arrive et puis il nous manque des sacs. C'est bizarre. Puis on appelle les caféiculteurs et fait ah ouais, mais c'est que ce lot-là, j'ai pas eu le temps de j'ai pas eu le temps de l'emmener à l'entrepôt avant que le camion arrive. Ah, putain, et tu pouvais pas nous le dire plus tôt, tu vois, on aurait repoussé C'est le arrangé, camion. ouais. C'est ça, on aurait repoussé ça d'une journée, tu avais le temps, et puis voilà. Donc, du coup, Hmm. tu te retrouves à payer double en transport. Le transport, ouais. Euh, donc, voilà, c'est des trucs comme ça. Ouais, et ça, c'est dans la logistique, il faut gérer un peu tous les différents acteurs, C'est évidemment, ça. quoi. Et puis, au milieu de tout ça, évidemment, la crise sanitaire et peut-être la difficulté, justement, de trouver les personnes en question. Et d'ailleurs, en fait, est-ce que tu es au courant de ça? En fait, est-ce que ça va être difficile de trouver des gens pour aller faire la cueillette, par exemple? Ou, Ouais, effectivement, là, on va dire, tu as des fermes de 2, 3 hectares où normalement, ils ont 40 personnes qui bossent pour cueillir les cerises. Là, et la plupart sont réduits à 10, 15. ouais. Parce que, effectivement, manque de travail saisonnier. Il y avait beaucoup de gens, tu vois, d'immigrés du Venezuela qui bossaient dans la cueillette du café. Parce que ça marchait bien, c'est un système qui marchait bien pour eux, parce que tu es payé à la journée. Hmm. Donc, vu qu'ayant un futur assez incertain, pour eux, ça marchait bien de bosser, on te payait, puis si tu voulais partir, tu partais, si tu voulais rester, tu restais. Euh, Ça n'empêche pas le fait que ce soit un travail hyper précaire, mais au moins, voilà, ils y trouvaient, on va dire, un peu leur compte là-dedans. Et au moins, ils étaient un peu plus protégés que dans les villes ou ici à Bogota, pour les Vénézuéliens, putain, c'est vraiment la jungle. Euh, Parce que bah, dormir dans les rues de Bogota, je le souhaite à personne. Hmm. Encore plus quand tu as des enfants.
Euh, mais ouais, pardon. Le travail saisonnier, effectivement, ouais. Du coup, là, c'est un peu plus coton Pour pour les retrouver. caféiculteurs. Ouais. Ouais. Mm. Je crois que là, on sort du déconfinement le 25 mai. Donc, on va voir ce qui se passe. Mais après, chaque région a un peu ses différentes règles. Mm. Par exemple, on a un caféculteur à Manizales. Lui, pendant longtemps, il pouvait pas accéder à son terrain parce que c'était compliqué. Ils avaient mis un système où les jours pairs, seuls certains caféculteurs pouvaient bosser. Les jours impairs, c'était d'autres pour éviter effectivement les contaminations Mm. croisées comme ça du virus. Donc là, je crois que tout commence à se remettre un peu en place. Après, la Colombie sait que si la filière café se casse la gueule, ça va être un Mm. désastre pour l'économie. Là, c'est plus de 500 000 familles qui dépendent de ça. Euh, donc voilà, je pense qu'à partir de juin, ça va se restabiliser. À partir du moment où vraiment la récolte va avoir Mm. besoin de beaucoup de monde. Ouais. Ouais. Parce que le risque, c'est évidemment, s'il n'y a pas assez de monde, bon, la cueillette ne sera pas aussi bonne, quelle que Ouais. soit la qualité du café en fait qui a poussé cette année. Et il me semble qu'en fait, on attend justement la très bonne qualité en fait. En Ouais. théorie, cette année devrait être une bonne année, mais il faut. Effectivement, c'est vrai qu'on a eu des super conditions de pluie là, juste avant la période de récolte. Donc ça a permis de bien gorger les grains. Tu vois, les grains sont bien. Tu arrives à un bon niveau de sucre. Donc je pense qu'on va effectivement arriver à une super récolte. Maintenant, il faut que les gens puissent le récolter. Plus Euh, travailler. on va dire que je pense que le vrai risque là-dedans, c'est que des cafés qui sont spéciaux, au final, se retrouvent vendus à Hmm. super bas prix. Parce que Hmm. bah, du coup, ça va être soit ça va être mal récolté, ou ça va être vendu encore humide à, à des racheteurs de café dans les différentes villes. Et du coup, des mecs qui auraient pu gagner deux fois plus pour la même charge de café en parche sec, eh ben, ils vont devoir se retrouver à vendre ça au prix de la Fédération nationale des cafeteros, qui est une misère. Donc, Hmm. Donc là, il y a beaucoup de choses qui dépendent de ce qui va se passer dans les semaines à venir ouais, ouais. effectivement. Donc là, au final, je pense que le meilleur moyen pour contrer ça, au final, c'est d'acheter du café un peu en avance pour que tout le monde ait vraiment les moyens pour que tous les caféiculteurs aient les moyens, si tu veux, d'assumer leur récolte. Parce que Hmm. là, ils arrivent en fin la récolte commence, donc ça veut dire qu'ils n'avaient pas de café, tu vois, pendant 1 ou 2 mois, Hmm. donc pas de revenus non plus. Donc ils n'ont pas, la plupart des caféiculteurs en ce moment n'ont pas les ressources pour Hmm. faire l'avance sur la main-d'œuvre ou des choses comme ça. Hmm. Ouais. Et là, c'est donc tu dis en fait c'est aux autres acteurs Ouais, d'être en soutien aussi pour donc exportateurs et torréfacteurs et toutes c'est les ça. choses. Ouais. Donc, ouais, c'est à nous, effectivement, ceux qui sont un peu plus haut dans la chaîne et qui peuvent avoir plus d'influence sur les ventes directes, de se Hmm. mobiliser. Hein. Ok. Bah, justement, alors du coup, je pense qu'on a fait on a fait un bon résumé Ouais, de ton parcours et de comment tout est arrivé. Bon, en 5 minutes, est-ce que tu peux en fait vraiment parler de votre boîte vraiment, puis ouais. peut-être juste des valeurs en fait, ce que vous voulez offrir en termes de valeurs, mais aussi de café. Quel est votre catalogue en fait, ou votre Ouais. offre en fait, de quoi elle est faite? Donc, Kata Export, on va dire que la valeur principale, c'est vraiment de mettre l'humain au centre de la chaîne. C'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, effectivement, rapprocher, on va dire, le producteur du consommateur final et du torréfacteur, pour que les deux mondes puissent se côtoyer, puissent se comprendre et du coup se soutenir. Parce que effectivement, si un producteur comprend les dilemmes d'un torréfacteur, par exemple, tu vas avoir un bon taux d'humidité, un, un bon taux d'humidité, pardon, ou le niveau d'activité de l'eau à l'intérieur du grain, lui va adapter, par exemple, son séchage. Si le producteur sait que le torréfacteur, il va avoir besoin d'un café qui est certifié sans pesticides, ok, il va faire en sorte que ce soit fait comme ça.
À l'inverse, le torréfacteur, s'il sait que le caféiculteur qui lui donne son café depuis un an, là, il est vraiment en galère avec sa famille, ils n'ont pas d'argent, etc. Ok, là, il peut se mobiliser, acheter une palette, tu vois, à un prix super, tu vois, même pas élevé au final. Ouais, on va dire un prix plus que correct pour lui venir en aide à ce moment-là. Donc tout ça, c'est des dynamiques qu'on essaye de mettre en place. On bosse exclusivement avec des cafés spéciaux. Donc, la plupart, c'est 85 points et plus. On bosse avec des lavés, des honey et des naturels, des variétés classiques, des exotiques. Et les régions principales avec qui on travaille, nous, ça va être Risaralda, Tolima, le sud du Huila. Et là, on est en train de commencer un peu avec Santander. Donc voilà, ça c'est vraiment nos trois, quatre régions où on a une présence. Euh, Après, nous, on est pour la transparence. Vous savez que, tu vois, souvent on a des clients, par exemple Mock en Belgique, qui nous demandaient un rapport de transparence, c'est-à-dire comment le prix d'achat se divise après en fonction, tu vois, caféiculteur, ce qui est inclus dans le transport et tout ça. Effectivement, en gros, sur le prix d'achat, il y a un tiers à peu près qui va au caféiculteur. Après, la plupart après passent en transport et en préparation, qui est le gros du prix pour nous, parce qu'on fait des petites commandes. C'est vrai qu'on fait une commande minimum de 400 kilos, justement pour faciliter euh, ce style de commerce entre des torréfacteurs qui sont petits, euh, mais qui veulent quand même avoir accès à des cafés de haute qualité qui viennent direct de la ferme, à qui on peut pas demander d'acheter, tu vois, 2 tonnes d'un coup, parce qu'ils n'ont pas où le stocker ou les ressources financières pour acheter 2 tonnes de café et s'endetter, tu vois, sur autant de temps. Donc, voilà, ça c'est vraiment pour nos valeurs et ce qui est notre offre, il me semble. Et, du coup, j'en profite. On a oublié d'en parler. J'ai oublié d'en parler surtout. Mais du coup, justement, pour venir un peu en aide là, aux caféiculteurs, on a lancé un projet qui s'appelle Six for Farmers, où c'est un projet d'achat collectif. C'est-à-dire que on veut arriver à 6 sacs vendus, mais ça peut être acheté par 6 torréfacteurs différents. Donc, si quelqu'un veut juste un sac, il n'y a pas de souci. S'il veut 2 sacs aussi, il n'y a pas de problème. Et tout ça, une fois que c'est acheté en commun, ça sera livré à la même adresse et après, on dispatchera aux différents coins de la France. Ce qui permet ouais, effectivement, en ces temps de crise, de pouvoir déjà payer d'avance aux caféiculteurs pour des cafés qui vont sortir en juin. Et on a des trucs super cool. Alors, je sais que ça sonne un peu chiant, mais on a un Castillo lavé qui est super, super, qui a tapé, nous on l'a estimé à 92 points, avec un processus c'est un double, il le lave 2 fois en faisant un choc thermique entre le premier et le second bain, et ça fait ressortir des arômes. On a trouvé des groseilles, citriques, un peu de chocolat en rétroalimentation, mais vraiment, quand on l'a cupé, on a cru que c'était un naturel. Et puis le mec nous a dit non, c'est un Castillo lavé, mais c'est juste on a vraiment poussé le concept du lavage pour ça. Après, on a aussi des geishas, on a des bourbons roses, parce que là, ça y est, c'est la récolte des bourbons roses à Sevedo et sud du Huila. Donc ça, on les a en naturel et en lavé, en semi-lavé aussi. Et puis après, des variétés classiques aussi, style Caturra, lavé, qui sont à 86, 87 points. Donc on a essayé de faire une palette super large pour que chacun un peu puisse y retrouver. Et puis aussi avec des prix aussi qui soient plus accessibles, comme des prix vraiment pour café de compétition. Donc voilà, une offre large. Mais pour les gens qui sont intéressés, il y a les fichiers qui sont déjà disponibles, en fait, les invitations en anglais et en français de Six for Farmers. Tout en haut à gauche, là, vous avez marqué Files. Vous pouvez les retrouver à droite, je veux dire, tout en haut à droite, pardon. Vous pouvez les retrouver là, les PDF. Et d'ailleurs, ils resteront sur la plateforme
tant que l'activité sera en ligne. Et de toute façon, nous, on pourra les partager aussi une fois que on laissera au moins des liens ou des choses comme ça pour pouvoir retrouver en fait ces informations. Six for Farmers, donc pour partager une palette entre différents torréfacteurs et venir en soutien aux producteurs dans un moment où c'est difficile pour tout le monde et même là-bas évidemment. Merci. Et, ouais. et puis on a en ligne. Ah oui, ces PDF sont aussi en ligne, sinon sur notre site. Je suis en train de penser. katacaféexport.com. Ouais. Super. On mettra les liens aussi. Nickel. Cool. Ok. Bah, super. On a un petit peu dépassé l'heure, mais c'était intéressant. C'était sympa d'avoir vraiment toute l'histoire. Et puis peut-être on peut, si on est tous là, je veux dire en fait sur Rain Shine dans quelques semaines, peut-être penser en fait à faire une autre intervention chez un producteur en direct, ou on va voir ce qui est possible de faire, mais Rain Shine, ça laisse la possibilité pour beaucoup de rencontres comme ça en fait, et je pense que ça vaut le coup. Carrément, et puis ce serait bien aussi de faire venir Catalina, du coup, pour avoir merci Laurent, mais effectivement avoir le point de vue, du coup, vraiment, tu vois, d'une Colombienne qui a bossé dans l'industrie là en Europe, maintenant qui est ici, et puis le faire en anglais pour changer aussi un peu de langue, Ouais, et puis le faire effectivement, comme tu dis, avec un producteur. On connaît quelques-uns qui parlent anglais et pareil, qui ont eu des parcours de vie intéressants, tu vois, passer justement du journalisme à la caficulture ou des trucs comme ça, donc c'est cool. Okay. Bah, super, j'ai vraiment hâte de tout ça alors en tout cas. Merci à tous encore une fois, et merci évidemment principalement à toi Pierre qui était là, et puis Catalina qui est derrière quelque part. Ouais, ben justement, Catalina qui vient d'entrer. Mais elle peut pas se présenter parce qu'elle a un masque. Oui. C'est l'heure d'aller à la boulangerie. Ça sera pour la prochaine fois. Ouais. On est tous avec. J'ai les masques aussi quelque part. Hey. Bon, merci, à bientôt à tout le monde alors. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.